J'ai rencontré Mouhialdine lors d'une maraude inter-association. Il était bénévole et nous faisions équipe. Je lui ai raconté mon projet et les gens que je cherchais. Il m'a aussitôt proposé de témoigner. Il m'a raconté qu'il avait immigré de Syrie et qu'il était arrivé en France grâce à un programme scolaire. J'ai alors compris qu'il était issu de ce qu'on appelle l'immigration choisie. Je ne savais pas trop si je devais recueillir son témoignage. Son histoire était éloignée de mon sujet, puisqu'il n'était pas passé par la préfecture de Cayenne et qu'il était arrivé en France par des procédures sur lesquelles je ne travaillais pas. Je l'ai finalement appelé et en l'écoutant, j'ai réalisé que son témoignage était intéressant par la ressemblance de son parcours avec celle des migrants que l'on qualifie d'illégaux. Bien sûr, il n'a pas rencontré les mêmes difficultés administratives, mais arriver en France, bien que légalement, n'a pas été chose facile. La barrière de la langue, c'est difficile. L'enfermement, c'est difficile. Je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas ça. En fait, il y avait des chevaux et des papiers. La Croix-Rouge n'avait pas la capacité d'aider tout le monde. Quand tu sors de chez toi, tu sais même pas quand tu vas rentrer, tu vois. T'es 5 policiers pour moi toute seule. Comme des Saïmiri derrière la cage, ils ont des bananes. Horizon Migration, un podcast de Camille Dons. Nous, on vient du nord de la Syrie. Le nord de la Syrie, il était contrôlé par l'armée libre. Bon, on va dire les rebelles, on l'appelle en français. Et le reste de la Syrie, il y a des parties avec les Kurdes, des parties avec le régime avec la Russie. Le régime, chaque 2-3 mois, il essaye d'avancer un peu vers le nord, vers les zones contrôlées par les rebelles. Nous, on était contrôlés par les rebelles, ça va, on était dans notre village, on a des champs, des oliviers, on a des maisons et tout. Le régime, il a avancé un peu, du coup, on était obligé de partir. Après, il a contrôlé notre village. On est parti dans un autre village plus proche vers le nord. Encore 1 an après, le régime il avance, on rebouge parce qu'on ne peut pas rester. Le régime avec la Russie, quand ils vont prendre un village, d'abord ils bombardent tous les villages avec les avions russes. Ils bombardent tout, comme ça tout le monde ils vont partir. Les gens qui portent l'arme et les gens qui, comme ma famille par exemple, qui portent rien, tout le monde, voilà, les civils, tout le monde ils vont fuir, ils vont partir. Et là, le régime avec la Russie, ils viennent contrôler la zone. C'est comme ça. En gros, il n'y a pas une guerre, il y a un bombardement par l'avion. On bombarde tout, on fait peur à tout le monde il part, on vient, on contrôle, on canalise. Du coup, on a bougé 5 ou 6 fois. Finalement, maintenant ma famille, ils ont s'installé dans une zone très très proche de la Turquie. Là, cette zone-là, la Turquie, il a fait rentrer 60 000 soldats turcs. Parce que la Turquie, il a vu, maintenant, il y a 6 millions à côté au nord de la Syrie. Avant la guerre, il y avait, nous, Idlib, il était 700 000 habitants. Maintenant, il y a 6 millions. La Turquie a vu, si le régime il va continuer à avancer, finalement, ces 6 millions, ils vont rentrer en Turquie. Ils n'ont pas d'autre choix. Et il y a déjà 3 millions de Syriens en Turquie. Du coup, la Turquie a dit pour la Russie et le régime, stop, vous ne pouvez plus avancer. Il a fait rentrer 60 000 soldats turcs avec des armes, avec tout. Et là, la Russie il va être face en Turquie. Il y aura la guerre avec la Turquie. Beaucoup, ils ont arrêté. Et maintenant, ma famille, elle habite dans une zone très proche de la Turquie. Et c'est toujours en Syrie, mais c'est pas chez nous. Tu vois? Et du coup, ta famille, tu peux les appeler souvent? Oui, comme la Turquie qui contrôle maintenant, du coup, ils ont la réseau turc, ils ont l'électricité turque, ils ont tout. La Turquie, plus ou moins, il a colonisé le nord de la Syrie, on peut dire. Il a fait de l'électricité là-bas, des universités, il y a des soldats turcs, du coup. Donc ta famille, elle est en sécurité? En sécurité, oui, en ce moment, depuis 3 ans. La famille de Mouhialdine a ainsi fui la guerre en migrant à l'intérieur du pays. Ces migrations, dites internes, sont les plus courantes. La plupart des migrants ne traversent jamais de frontières. En 2022, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, estimait que 53,1 millions de personnes ayant fui des conflits et des violences n'avaient même pas franchi une frontière internationale et s'étaient déplacées au sein de leur propre pays. En Syrie,
Les migrations internes concernent 6,8 millions de personnes. Pour Mouhialdine, rester en Syrie, où que ce soit, était dangereux. Étant un jeune homme en fin d'études, il allait être appelé au service militaire. Il ne pouvait pas rester. Il est donc parti, et je lui ai demandé comment il était sorti de Syrie. Pour partir de Syrie au Liban, il faut passer par plusieurs barrières pour le régime. Tu vois, la route, moi je viens du nord de la Syrie. Du coup, pour venir au Liban, le Liban c'est au sud de la Syrie. Du coup, je dois passer toute la Syrie jusqu'à les frontières. Il y a plein de barrières sur la route. Les barrières, c'est pour le régime. Et c'était dangereux. Parce qu'il peut n'importe quelle barrière, il peut me prendre aux prisons, il peut me dire toi, tu dois faire le service militaire. Parce que moi, je viens de finir mes études, du coup, je dois faire le service militaire, normalement. Nous, à l'âge de 18 ans, on doit faire le service militaire. Mais vu que moi, j'étais à l'université, je peux décaler ça. Quand j'ai fini mes études, le diplôme d'ingénieur, je dois maintenant faire le service militaire. Mais sauf moi, j'avais des bonnes notes. J'ai pu inscrire dans un programme de master en Syrie. Du coup, je peux encore décaler 12 années pour le master. Moi, j'ai fait l'inscription, j'ai eu un décalage pour faire le service militaire et j'ai décidé de quitter la Syrie. Du coup, quand je passe sur un barrière, il me dit « Mais toi, tu as fini tes études ?» Je lui montre que moi, je suis inscrit dans un programme de master. Je vais au Liban travailler 2-3 mois et retourner en Syrie. Normalement, c'est dangereux parce que ça peut arriver n'importe quel soldat, il peut prendre ce document, il le déchire et il me dit maintenant tableau le décalage, viens faire le service militaire. Ça peut arriver, mais moi je me suis bien préparé, j'ai prêté beaucoup d'argent de mes amis. Chaque soldat il commence à me dire non, toi tu vas pas retourner, je lui donne l'argent, on s'appelle ça rachou en Syrie. Je sais pas comment ça s'appelle ça en français. La corruption. Voilà la corruption. À chaque soldat, je lui donne l'argent. Du coup, je me suis bien préparé, j'ai prêté beaucoup d'argent parce que j'allais passer, je sais, au minimum 60 barrières je devais passer. Du coup, presque, j'ai payé beaucoup d'argent. Quand je suis arrivé sur la frontière, je n'avais plus d'argent. Et c'était le pire, c'est les frontières, le contrôle sur les frontières. C'était le pire et moi, il me reste plus d'argent. Mais heureusement, il y avait une femme avec moi qui m'a prêté dans le bus. Il m'a prêté l'argent pour payer à la frontière pour passer. Et c'est comme ça que j'ai passé. Et les premiers jours au Liban, comment ça s'est passé ? Je connais personne au Liban, mais je suis arrivé à la capitale, ça s'appelle Beyrouth. Et puis j'ai des amis qui ont leurs proches, leur famille qui habitent à la montagne. J'ai contacté mes amis, ils m'ont dit va chez nos familles, nos proches, ils sont à la montagne, et tu vas vivre avec eux, ils vont essayer de te trouver de travail aussi. Du coup, j'ai parti chez eux, c'était 3 heures en bus aussi pour arriver. Où ils étaient des ouvriers, mais des ouvriers qui maîtrisent déjà leur domaine. Par exemple, ils étaient c'est lui qui fait les constructions, il s'appelle comme Maslin, comment s'appelle ça? Un maçon, oui. Maçons, voilà. Ils étaient des maçons, des gens qui font les peintures. Du coup, ils travaillent, c'est leur métier. Moi, je ne connaissais rien dans le domaine. Du coup, j'ai travaillé en assistant pour un maçon. Tu vois? C'est normal parce que lui, il fait maçon depuis 10 ans. Moi, j'ai fait des études toute ma vie. Du coup, je ne maîtrise pas ça. Elle m'a dit, vas-y, tu peux être assistant à moi parce que le maçon, il a besoin d'assistant avec lui. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai resté travailler comme ça. Et tu avais le droit d'être là ou c'était une situation illégale ? J'avais le droit de rester un seul mois. Parce que vu que je suis ingénieur, j'ai une carte d'ingénieur de la Syrie. Normalement, je peux rentrer au Liban 1 mois avec cette carte. Et puis, je dois trouver un garant libanais. C'est-à-dire qu'un Libanais, que je lui paye l'argent, chaque année, je lui paye $400. Et lui, il me fait mes papiers. C'est comme ça. C'est juste un garant, ça s'appelle un garant. Un Libanais qui dit, moi, je garante sous mission. Et je lui paye $400 par an. Du coup, moi, j'ai passé, j'ai jamais trouvé un garant. C'est pas que j'ai pas trouvé, je voulais pas trouver parce que je veux pas payer. $400, c'est beaucoup là-bas. Parce qu'on gagnait pas assez. Du coup, j'ai rentré de manière légale, mais
T'es resté plus longtemps. Oui, voilà, sans papier. Justement, quand j'étais accepté dans la bourse à l'ambassade française, c'était compliqué parce que moi, j'ai plus de papiers. Pour quitter le Liban, moi, je vais partir par l'avion. Du coup, je dois être régulier. J'ai expliqué ça à la dame française qui s'occupe de la bourse. À l'ambassade, je lui dis ma situation. Elle m'a dit, t'inquiète, vu que tu es accepté pour venir en France, nous-mêmes, on va parler avec la police libanaise pour régler ta situation avant de partir. Pour régler la situation, moi, j'ai resté de 2015 jusqu'à 2017. 12 années, je dois payer $800 normalement pour régulariser la situation. Mais vu que j'ai passé par l'ambassade française, c'est eux qui ont réglé la situation pour moi, j'ai payé 0. Je pense que j'ai payé $100, quelque chose, c'est très peu, c'est parce que c'était pas. Heureusement, la dame française, il m'a aidé. Et du coup, quand t'es parti de Syrie, t'en as pas parlé à ta famille? Non, justement, parce que si je vais leur parler, je vais leur dire que je pars de Alep au Liban. Ils vont s'inquiéter beaucoup, ils vont stresser pour les barrières parce que c'était très très dangereux. Quand je suis arrivé au Liban, quand j'ai rentré, je les ai dit, moi je suis au Liban maintenant. Comme ça, pour ne pas leur stresser, tu vois. La situation de Mouhialdine est très courante. Fin 2022, le HR estimait que plus de 6 millions de réfugiés syriens et syriennes vivaient à l'étranger. Parmi eux, 5,4 millions ont trouvé refuge dans des pays voisins, tels que la Turquie, le Liban ou la Jordanie. Au niveau mondial, les réfugiés et demandeuses d'asile migrent dans 69% des cas dans des pays voisins. L'idée que les migrations se feraient des pays du Sud vers les pays du Nord est fausse. Migrer a coûté cher à Mouhialdine. Il a pris le risque de finir par rejoindre l'armée à un barrage. Il a embrassé un nouveau niveau de vie, clairement inférieur à ce qu'il connaissait en Syrie. Il avait laissé ses proches derrière lui et il avait dû s'endetter. On pense souvent que les étrangers qui arrivent en France sont pauvres, mais la vérité, c'est que migrer n'est accessible qu'aux plus riches. J'ai resté au Liban 12 années, de 2015 jusqu'à 2017. Pendant cette période, c'était une période très difficile parce que le Liban, encore la situation très difficile pour les Syriens. Vu le Liban, c'est un pays très petit, il y a 12 millions de Syriens là-bas, du coup, la situation c'était très difficile. Moi, j'étais ingénieur, mais j'ai travaillé comme un ouvrier dans les bâtiments, partout. Du coup, j'ai commencé à chercher une solution pour sortir du Liban. Comme j'ai fini mes études en Syrie, du coup, j'ai essayé de trouver une bourse. Mais tous les universités, les bourses, ils demandent d'avoir un niveau en langue très élevé. Par exemple, pour venir en France, il faut maîtriser le français. Allemand, la même chose. Même en anglais, il faut avoir TOEFL ou IELTS. J'avais pas le moyen de faire ces examens. Finalement, il y avait une bourse de l'ambassade française au Liban. Il s'appelle Élysée, programme Élysée, que j'ai jamais entendu, mais ce programme est sorti surtout pour aider les Syriens et le Liban en même temps. Du coup, comme il y a beaucoup de réfugiés syriens au Liban, la France a décidé de prendre chaque année 20 étudiants syriens qui habitent au Liban. Comme ça, ils vont aider les Syriens pour continuer leur études en France. En même temps, ils vont réduire le nombre de Syriens au Liban. Du coup, moi, j'ai vu ce programme sur Internet. J'ai postulé, j'ai envoyé les documents à l'ambassade et puis j'ai été convoqué pour passer des entretiens et finalement, j'ai été choisi. Et pour postuler, les conditions, du coup, c'était être syrien et... Les conditions étaient simples, en fait. Il faut que tu sois syrien, réside au Liban. Tu dois justifier que tu habites au Liban depuis un an, par exemple. Tu dois justifier que tu as un titre de séjour, on peut dire, au Liban. Et avoir fait ses études en Syrie. Avoir un diplôme syrien, je veux dire. Déjà un diplôme. Et t'avais quel diplôme syrien? J'avais diplôme ingénieur géomètre. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. Ok. Et du coup, est-ce que avant de découvrir le programme, tu voulais venir en France? Ou est-ce que c'est parce que... Je voulais sortir de la merde de Liban, de ma situation qui était très difficile. J'ai travaillé comme un ouvrier 14 heures par jour pour gagner juste de quoi manger, il n'y a pas de salaire. Du coup, j'ai cherché une solution, j'ai essayé partout. Mais c'était, comme je te l'ai dit, c'était très compliqué d'avoir une bourse parce que la bourse internationale, il choisit les meilleurs étudiants et il faut déjà aussi maîtriser la langue.
Il faut avoir, au pire, il faut avoir IELTS ou TOEFL en anglais. Du coup, par exemple, j'ai postulé pour venir, je me souviens, au Canada. Bah, ils m'ont demandé des TOEFL en anglais ou bien DALF en français. Bah, j'avais de bonnes notes. Ils m'ont dit, bah, si on va t'accepter, déjà, il faut avoir parlé la langue couramment. Du coup, par contre, cette bourse, comme il était une bourse particulièrement pour les Syriens, il sait que les Syriens ne parlent pas le français. Du coup, il était inclus dans le programme 3 ans, 12 années pour faire le master et 1 an pour apprendre le français. Du coup, comme il était une aide plus ou moins pour les Syriens, du coup, il n'y avait pas vraiment des conditions très strictes. C'est juste, il faut que tu sois Syrien, avoir un diplôme, c'est tout. Mouhieldine avait trouvé une porte de sortie. Il allait rejoindre un nouveau pays dans lequel il pourrait finir les études qu'il aimait et faire le métier pour lequel il s'était préparé. Mais rejoindre la France, c'était aussi s'éloigner un peu plus de sa famille, changer de langue et de culture dominante. Alors je me suis demandé comment son arrivée en France s'était passée. J'étais très content parce que l'essentiel que j'ai quitté le Liban, les situations, comme je l'ai dit, c'est très difficile. On travaillait 14 heures par jour. En plus, on vivait 5 personnes dans la même chambre. Bah, c'était trop cher le loyer et tout ça. On ne gagnait pas assez. Donc, on fait chaque 5 personnes dans une chambre. On vivait. Bah, quand je suis arrivé en France, déjà, j'étais accepté à l'université de Strasbourg pour apprendre le français d'abord. La première année, apprendre le français à Strasbourg. Et puis, c'est à moi-même de trouver un programme de master, une fois que j'ai maîtrisé le français. Bah, du coup, je suis arrivé à Strasbourg, tout était déjà réservé par le Campus France, l'organisme qui a fait la bourse. Donc, ils m'ont réservé mon logement Crous, mon place dans le groupe pour apprendre le français à l'université. Quand je suis arrivé à Paris, 2 ou 3 messieurs m'ont accueilli. Ils m'ont donné une billet de train de Paris à Strasbourg. Et ils m'ont dit, moi, j'ai jamais pris le train, je connais pas le train, tout ça. Ils m'ont dit, c'est très simple. Là, tu montes dans le métro, après 1h30, tu descends. Le train, il va arrêter. Là, il s'arrête à Strasbourg, tu descends. Si tu descends pas, peut-être il va continuer vers l'allemand. c'est pas un problème que tu comprends pas le français. C'est ici, c'est très précis, en fait. Okay. Je les ai dit, ok, ça marche. Et c'était vrai. Je me souviens très bien, ils m'ont dit 11h30, tu descends. 11h30, il a arrêté, il est descendu, c'est Strasbourg. Du coup, j'ai demandé aux gens, c'est où l'université? C'est l'université, je parlais à vous en anglais. Ils m'ont dit, c'est là l'université. Je suis arrivé, et quand je suis arrivé à l'université, ils m'ont dit, ton logement, c'est là, et ton classe, c'est là. Là, va dans ton logement, ils m'ont donné la chambre, et demain, tu viens commencer à apprendre le français. C'était tout de suite, en fait. Et quand tu voyageais, tu étais avec d'autres Syriens? Oui, on était 20 étudiants syriens, mais certains ils étaient à Paris, certains à Marseille, certains, on n'était pas tous à Strasbourg. Il y avait que moi et une autre personne à Strasbourg. Donc tu n'avais qu'une personne qui comprenait ta langue natale à ce moment-là? Oui. Et ça va, c'était pas bizarre ou stressant de pouvoir communiquer qu'avec une personne? Enfin, j'espère qu'elle était gentille, quoi. C'était très... Non, moi, je m'en fiche de tout ça. L'essentiel que je suis arrivé, quand je suis arrivé, ils m'ont donné une chambre toute seule. Je me suis dit, je suis un roi maintenant. J'ai une chambre toute seule et le lendemain, j'ai retourné à l'école pour apprendre. Au lieu que j'étais assistant d'un maçon, on dit, c'est... Voilà. Du coup, je m'en fiche si j'ai des Syriens. À l'inverse, je voulais même pas parler, je voulais juste apprendre le français. Du coup, c'était un point négatif d'avoir un ami syrien. Je vais toujours parler en arabe. Du coup, si j'écoute des étrangers, ça me force à pratiquer le français. Du coup. Ok. Est-ce que tu as des connaissances au Liban qui auraient aussi aimé partir et qui n'ont pas pu? Tout le monde il veut partir. Tous les Syriens au Liban, ils veulent partir, mais ils ne peuvent pas. Je dis, on a boosté 600 étudiants pour la bourse. Ils ont choisi 18 étudiants. Et est-ce que dans tes études ou quand tu es arrivé à Strasbourg, les gens ils t'ont bien accueilli? Ou est-ce que tu as une forme de xénophobie? Xénophobie, ça veut dire quoi? C'est la haine des étrangers. Non, à Strasbourg, à l'école, à l'université, à l'institut de FLU c'est français langue étrangère, ils étaient très gentils. Déjà, c'est français langue étrangère, du coup, il n'y avait que les étrangers à l'institut. Les profs, ils ont fait leur étude pour ça.
Ils étaient très gentils. À l'inverse, j'ai des connaissances, jusqu'à maintenant, j'ai des connaissances avec les professeurs, j'ai des contacts avec eux. Dans le monde du travail, pareil, ça s'est bien passé? Dans le monde du travail, oui, aussi. En France, j'ai fait 12 stages. Quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai appris le français. J'ai fini la première année, j'ai fait 12 semestres de français. Puis je voulais aller à l'université. Il y avait l'INS à Strasbourg, l'école d'ingénieurs. Ils m'ont dit que tu dois faire encore des études en français. Tu dois avoir un niveau très avancé. C'est pas assez pour étudier chez nous. Je lui ai dit non, moi je veux étudier et puis travailler le plus vite possible. Je ne veux pas passer encore une année en plus pour apprendre le français. Du coup, j'ai postulé ailleurs. J'ai postulé à Paris, à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Maintenant, il s'appelle Gustave Eiffel. Ils m'ont dit, tu viens, tu passes l'entretien. Si ton niveau il est bon, on t'accepte. Sinon, tu retournes pour apprendre le français. Je lui ai dit, ok. C'était le responsable de master. Il y avait trois profs. J'ai passé l'entretien avec eux. C'est très bien passé. Ils m'ont dit, écoute, tu as un bon niveau, du coup, on va te mettre directement en M2. Comme ça, si tu valides pas le M2 dans une première année, tu passes 12 années parce que tu as ta bourse pour 12 ans, encore 3 ans. Tu as passé le premier pour le français, il te reste 12 années. Du coup, tu passes le M2. Si soit tu valides la première année, tu auras le diplôme, soit si tu valides pas, tu repasses la deuxième année, comme ça, finalement, tu sors avec un diplôme. Parce que le M1, c'est pas un diplôme. Et déjà, toi, tu as fait Bac plus 5 en Syrie. Tu as dit, parfait, c'est très bien ça. C'est la chance parce que beaucoup de mes amis qui sont venus avec moi, ils n'ont même pas trouvé admission en M1. Mais moi, c'était la chance. Ou peut-être que j'ai bien parlé lors de l'entretien, je ne sais pas. Du coup, j'ai fait M2 à Marne-la-Vallée, à Paris. J'ai validé les premières années. Il me reste une année dans la bourse. Là, j'ai retourné à l'INS à Strasbourg pour faire M2 dans une autre spécialité. J'ai fait M2 à Paris en géomatique. La géomatique, c'est l'informatique appliquée aux sciences géographiques. Puis, j'ai retourné à Strasbourg pour faire M2 en photogrammétrie. Ça, c'est la cartographie aérienne. Quand j'ai fini mes études, en 2021, il y avait le couvre-feu en France. Parce que je n'avais pas la chance, il y avait le couvre-feu. Moi, j'attendais toujours de finir mes études et de commencer à travailler. Comme si on est bien payé, les ingénieurs. Du coup, moi, je voudrais travailler le plus vite possible. J'attendais toujours de finir mes études. Quand j'ai fini, il y avait le couvre-feu. En plus, j'étais choqué que je n'avais pas le permis de conduire. Le permis de conduire, les entreprises, nous, on fait beaucoup de déplacements professionnels. Ils m'ont dit, le permis ici, ça peut prendre 9 mois, 1 an. C'est pas comme en Syrie. En Syrie, ça prend 1 semaine. Du coup, j'avais ce problème. Toutes les entreprises, malgré le couvre-feu, comme j'ai fait double diplôme, j'ai passé une dizaine d'entretiens en France. Mais tout le monde, il me dit, va passer ton permis et viens, on t'embauche chez nous. Finalement, ici en Guyane, l'entreprise où je travaille maintenant, ils ont pas, comme ici en Guyane, il n'y a pas beaucoup de personnes qualifiées. Ils ne trouvent pas un ingénieur dans ma spécialité. Ils m'ont dit, tu viens, tu travailles et en même temps, tu passes ton permis. Je me suis dit, c'est parfait, ça me convient très bien. Au moins, je peux commencer le plus vite possible. C'est pour ça que je suis venu en Guyane. Avant ça, je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé de venir travailler en Guyane. Je suis venu travailler en Guyane et j'ai passé mon permis ici. Et puis là, maintenant, mon patron, il va en retraite dans 3 mois. Il m'a vendu son entreprise. À la fin de 2 mois, je reprends l'entreprise. Du coup, pour l'avenir, je vais rester ici parce que maintenant, j'ai acheté l'entreprise. Tu vois. Finalement, l'histoire de Mouhialdine est proche de celle que j'ai entendue par d'autres personnes. Il a connu un parcours migratoire difficile, a connu des galères de papier et a dû apprendre une nouvelle langue. Mais lui, à la différence des autres, on lui a donné une chance. Il a pu faire des études, avoir un métier et être inséré dans la société française sans trop de xénophobie. Pourtant, une pensée ne me quitte pas. N'importe qui, si on lui avait laissé sa chance, aurait pu être Mouhialdine. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais contextualiser ce projet de loi immigration déposé le 1er février 2023 par le gouvernement. Le projet a d'abord été discuté au Sénat, où les 27 articles qui constituaient le projet initial en sont devenus 87. À cette étape, le projet de loi est devenu très restrictif quant à l'entrée des étrangers sur le territoire. Parmi les réformes, on compte le remplacement de l'AME, aide médicale aux étrangers, abordé dans un autre épisode, par l'AMU, aide médicale d'urgence, qui ne prend en compte que les vaccinations, les soins relatifs à la grossesse, les maladies graves et les examens de médecine préventive.
D'autres articles proposent la mise en place d'une caution de retour pour les étudiants étrangers, la fin du droit du sol automatique pour les enfants de 2 parents étrangers, ou encore un allongement de la durée de vie en France de 6 mois à 5 ans pour toucher les allocations familiales ou les APL. Bien sûr, le projet de loi contient de nombreuses autres propositions, et la liste que j'expose n'est pas exhaustive. Mais ces quelques propositions témoignent de la dynamique de restriction de l'immigration pour tous les motifs. Le 11 décembre, le texte est arrivé au Parlement. Les députés ont voté une motion de rejet préalable portée par les écologistes. Alors, une motion de rejet préalable, qu'est-ce que c'est ? C'est une procédure qui induit un rejet du texte par l'Assemblée avant même que les députés en aient discuté. Le texte est rejeté en bloc par l'Assemblée. Dans le cas de la loi immigration, les propositions du Sénat n'ont pas fait consensus. La gauche, considérant le texte comme une atteinte aux droits humains, et la droite, comme un texte trop laxiste. Ce refus a poussé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à déposer sa démission, ce que le président Emmanuel Macron a refusé. Finalement, pour trouver une issue au débat, Elisabeth Borne, notre première ministre à l'époque, décide que le texte passera devant une commission mixte paritaire, ou CMP pour aller plus vite. Une CMP, c'est 7 sénateurs et 7 députés, représentant la composition politique de leur assemblée. Le 19 décembre, elle propose un nouveau texte, proche de la version du Sénat. Il est adopté dans la soirée par l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, voyant un projet de loi bien éloigné de celui rédigé par son gouvernement, a soumis le texte au Conseil constitutionnel. Celui-ci a pour mission de vérifier que les lois qu'on lui soumet sont conformes à notre Constitution. Le 25 janvier 2024, elle rend ses conclusions. 40% des articles votés ont été censurés, principalement parce qu'ils constituent des cavaliers législatifs. Un cavalier législatif, c'est un article de loi jugé hors sujet avec le projet de loi dans lequel on tente de l'intégrer. Ainsi, les réformes évoquées plus tôt, relatives à l'AME, les cautions d'échange, la durée de résidence obligatoire pour toucher les allocations, ou encore le droit du sol, ont été censurées par le Conseil constitutionnel, évitant ainsi les réformes les plus restrictives. Mais des articles comme celui relatif aux métiers en tension, évoqué plus tôt, ou renforçant les possibilités d'éloignement ont été validés, restreignant toujours plus les possibilités d'entrée sur le territoire. Il est important de noter que des partis politiques tels que le Rassemblement national soutiennent les réformes censurées par le Conseil constitutionnel et souhaitent, si elles sont élues, les proposer à nouveau. Dans le programme de Jordan Bardella pour les législatives 2024 figure ainsi la restriction de l'accès aux aides sociales aux personnes ayant travaillé 5 ans en France, le retour du délit de séjour irrégulier, la suppression du droit du sol, mais aussi la restriction du regroupement familial. On peut également trouver le remplacement de l'AME par l'AMU, une mesure qui, en plus de favoriser le renoncement aux soins, est économiquement ridicule. En effet, remplacer l'AME par l'AMU, c'est refuser de traiter les patients en amont et attendre que cela devienne une urgence. Les soins nécessaires aux situations graves sont plus coûteux pour le contribuable. Pour ce parti qui se présente comme le garant de la réduction des impôts, il semblerait que cette proposition relève davantage de la démagogie que de l'efficacité économique. Ainsi, les réformes anti-immigration, qui ont failli passer en début d'année, pourraient à nouveau être présentées à l'Assemblée nationale. En effet, depuis la nomination de Michel Barnier, plusieurs déclarations ont été faites à propos des prochaines réformes pour réguler l'immigration. Si le Premier ministre se veut prudent, les intentions du gouvernement Barnier à propos de l'immigration sont claires. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré vouloir reprendre le texte censuré 1 an auparavant. Ce dernier reconnaît sa validité puisqu'il a été voté par les assemblées et déplore une censure du Conseil constitutionnel pour motif de forme. Au vu de ces intentions et de la composition de l'Assemblée, il est à craindre que le scénario que nous avons vu se jouer l'an dernier se répète. Je voudrais remercier Mouy Aldine pour son témoignage. Le montage de cet épisode a été réalisé par Pierre-Éloi Fresneau avec des musiques de Morgane Alibert. Horizon Migration est un podcast de Camille Doms, en ligne sur toutes vos plateformes d'écoute.